Damien Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de JPB Systems, une PME spécialisée dans les systèmes autofreinants. Vous avez aussi la marque K-Prod, lauréat en 2024 des Awards sur Global. JPB Systems en quelques mots. Alors en quelques mots, c'est une longue histoire. Donc JPB, ça veut dire Jean-Pierre, mon père, et Bernard, son associé à l'époque. Boîte qu'il a créée dans les années 95, qui avait une idée innovante, c'était de faire un système de vis qui ne se dévisse pas dans les moteurs d'avion. Voilà, donc il a monté son truc. Moi, je suis sorti de l'école, j'étais diplômé ingénieur électronique, informatique, industriel. On reviendra de ça là-dessus plus tard. Et le destin fait que j'ai rejoint l'aventure familiale industrielle plus vite que prévu. Mon père a fait une grave maladie, un arrêt cardiaque violent. Je suis arrivé dans la structure, j'étais assez jeune. J'ai repris, j'ai racheté OB, Bernard, en 2009. Et donc JPB est devenu 100% familial en 2009. Voilà. Donc c'était tout petit, c'était 3 personnes, c'était un produit, ce fameux bouchon, et c'était un client, Safran. Et je me suis fait la promesse d'emmener cette boîte loin, là où il aurait voulu qu'elle aille. Et pour ça, sans avoir fait de grandes écoles de commerce, je me suis dit que c'était un peu fragile, un client, un produit. Donc j'ai diversifié les produits et j'ai diversifié les clients. Donc la manière de le faire était assez marrante, vu que j'y connaissais rien en mécanique. Et je suis tombé sur un jeune ingénieur, Gadzar d'ailleurs, à qui j'ai donné carte blanche pour innover sur des nouveaux produits autofreinants. Donc il a développé d'autres produits. Pendant ce temps-là, moi j'ai pris mon sac à dos, j'ai été voir les autres clients. J'ai dit si ça plaît à Safran, ça va probablement plaire à GE, à Rolls-Royce, à Pratt & Whitney. Donc j'ai été les voir. L'aéro c'est long, hein, ça prend 3, 4, 5, 6 ans à développer un nouveau marché. Mais le résultat, c'est que ça a marché. On a aujourd'hui 19 brevets internationaux et on vend à l'ensemble des motoristes en première monte et en direct. C'est-à-dire que leur fournisseur, c'est JPB. On vend aux US, on vend en Angleterre, on vend partout dans le monde, 90%. Et donc c'est une boîte qui est passée de 1 million à 40 millions en 10 ans quasiment, de 3 personnes à 200 personnes aujourd'hui, en intégrant tous les métiers, un par un. La conception, la qualité, la fabrication, la soudure, l'assemblage, tout. Le commerce international, on a dû tout apprendre en marchant, on a fait plein de conneries. On a à chaque fois appris de nos conneries et on a avancé. Et puis, je reviens sur l'électronique, j'étais un grand frustré, moi j'ai toujours adoré ça, j'étais un geek. Et j'ai fait de l'industrie avec l'œil d'un électronicien, informaticien. Et donc très tôt, on a monté une usine extrêmement robotisée, automatisée, ce qui a fait notre succès. Ensuite, on en a monté une deuxième en Pologne et puis un site aux États-Unis. Et de produits intelligents mécaniques, on a dit on va les rendre encore plus intelligents ces produits, on va mettre de l'électronique dedans et des protocoles de communication. C'est ce qu'on a fait avec un truc qui s'appelle la Smart Washer. C'est une rondelle connectée qu'on met dans un ensemble vissé et vous approchez votre téléphone, ça vous dit si la rondelle est bien vissée, enfin si la vis est bien vissée ou pas. Ça trouve son succès ça dans des hélicoptères, dans des parcs d'attractions aujourd'hui. Et puis il y a K-Prod, effectivement. On va pouvoir en parler. K-Prod, c'est la genèse de tout ça. C'est tous ces clients qui sont venus voir l'atelier de JPB et qui ont toujours rêvé d'avoir un atelier ultra connecté comme celui-ci, qui se pilote à partir de son téléphone, où qu'on soit dans le monde. Et nous, on a fait ça en câblant toutes nos machines. C'était un peu fastidieux. Et on a dit, si on va faire ça dans le monde, ça va être compliqué. On va devenir intégrateur. Et du coup, on a une idée disruptive, c'est de faire des objets connectés qu'on expose ici sur le salon, qui sont, pour le dire simplement, le Shazam de l'industrie. C'est-à-dire qu'on pose ces objets sur la carcasse de la machine, ça écoute les vibrations, le son, et ça en déduit automatiquement ce qui se passe dedans. Ça compte les pièces, ça vous donne les temps de cycle, ça vous donne les temps d'arrêt. Et tout ça en 2 minutes 50, hein, on met ça sur une machine. En 1 heure, on est capable d'installer un atelier, il faut juste du Wi-Fi. Et on a tous ces indicateurs de prod en temps réel et on peut faire de la progression. Nos clients gagnent 10 à 15% de TRS, donc d'efficacité, au bout de 2-3 mois d'installation de K-Prod. Pour le dire autrement, c'est que quand on a 10 machines et qu'on se dit qu'il faut peut-être en acheter une 11e, on peut faire cette économie juste par K-Prod. Donc en même temps, vous êtes détesté par les vendeurs de machines, peut-être, et adulé par ceux qui vous découvrent. Non, les vendeurs de machines, ils nous adorent. Enfin, je pense qu'eux, s'ils savent... un industriel qui est plus efficace, en fait, il gagne plus d'argent. Et quand un industriel gagne plus d'argent, il peut investir plus dans d'autres choses et dans d'autres machines. C'est comme les compagnies aériennes, quand elles ne gagnent pas d'argent, elles n'achètent pas d'avions. Donc le but, on aide les industriels à gagner de l'argent de manière très rapide et pour pas cher. Voilà. Alors K-Prod, si je comprends bien, vous le pluguez et c'est bon. Ouais, on le branche. Besoin d'une formation quand même ? Non. Ah bah t'as un boîtier, tiens, vas-y, emmène. Vu qu'il y a de l'image, on va le montrer. Non, c'est vraiment ça. Donc on a fait le pari de pouvoir envoyer des devices comme celui-là. Donc c'est vraiment un truc qu'on pourrait exposer dans un Apple Store. Hein. D'accord, donc, je vais montrer la caméra. Et ça, on l'envoie, un UPS, vous le recevez, vous le déballez. Il y a le petit mode d'emploi, vous scannez le QR code.
et en 2 minutes 50, vous installez ça sur votre machine et c'est terminé. Bim. D'accord. Voilà, donc ça, cet IoT, il est 100% made in France. Tout le boîtier est produit vraiment en France ? Produit chez nous. Ouais, pendant le Covid, en fait, on est dans l'aéro, on a eu de quoi s'occuper. On avait du temps de libre, donc on a conçu ce dispositif. On a embauché des électroniciens, des informaticiens, des ingénieurs spécialistes en machine learning, en deep learning, et on a intégré tous ces algorithmes à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle du edge, en fait. Donc les calculs se font à l'intérieur, dans un gros FPGA. Du coup, ça chauffe. Du coup, on a un cul en aluminium ici qu'on fabrique chez nous. Les plastiques sont injectés à Arc France. L'électronique est faite dans le sud de la France. Les composants, ça bien évidemment, on les achète là où ils sont produits. Mais oui, on peut se targuer d'être made in France. On a fait ce pari. Et on le fait. Alors, bien sûr, ça coûte plus cher de produire en France. Mais le pari, en fait, c'était de faire un pivot de business. De l'aéronautique où on vend des pièces sur des moteurs, là on vend une notion de service, c'est du software as a service. C'est comme votre connexion internet, Free ou Bouygues ou Orange, et en fait ils vous louent pour un prix donné la box et un abonnement. Et voilà, c'est pareil. Vous avez la box et un abonnement. Derrière ça vous coûte pas cher, ça coûte 150 € par mois et par machine. Et moi derrière ça, il y a 30 ingénieurs qui développent des nouvelles fonctionnalités sur cette application. On sort en moyenne 10 mises à jour tous les mois. Et qui ne sont pas des mises à jour qui sortent du chapeau, qui sont des mises à jour qui sortent des co-constructions qu'on fait avec nos clients. Vous êtes à l'écoute du terrain. Exactement, on a toute une équipe produit qui tous les jours est sur le terrain. Ça calcule le terrestre, je crois qu'on verra passer quelques images, donc ça vous donne vos timelines de production, quand est-ce que la machine est arrêtée, pourquoi, vos temps de cycle, l'évolution. On vous aide à améliorer ça, donc comme je dis, on gagne assez facilement 10%. C'est pas croyable quand on installe ça de se rendre compte le nombre de micro-arrêts qu'a une machine sur un mois. C'est des heures et des heures et des heures de production. C'est là où on va aller chasser les 10%, puis après on va aller chercher l'optimisation. Si on est malin, on incentive les collaborateurs en fait, à travailler avec l'outil et à leur dire si les machines produisent plus, je vais vous donner une prime de production par exemple. Et de là, après, une fois qu'on a la capacité non intrusive de piloter des cycles, des nombres de pièces, connecter ça à un ERP, c'est la porte ouverte au planning dynamique. C'est-à-dire, je sais que j'ai lancé tel OF de l'ERP, je suis capable de le suivre en temps réel, je suis capable de te dire si tu vas plus vite ou plus lentement que les 3 jobs précédents que tu as fait dans l'année. Je suis donc capable d'alerter, de faire de l'alerting. Je suis capable, à 80% de l'avancement du job, de prévenir l'opérateur qui va préparer le job suivant pour justement gagner du temps sur la transition. Je suis capable de faire de l'alerting aujourd'hui, ça a été demandé par les clients. On peut vous envoyer des alertes si une machine reste arrêtée tant de temps, on fait de l'andon, et on a tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Et donc aujourd'hui, on a ce boîtier, un autre plus simple, et un boîtier qui lui se connecte en physique, parce qu'il y a des fois où les vibrations ça marche pas, et il y a des fois où on veut d'autres grandeurs. Je ne sais pas, de la consommation énergétique, de la température, de l'humidité, du capteur de passage. Là, je vois IFM, par exemple, qui sont à côté. On est compatible avec tous les capteurs IFM qu'on peut faire remonter dans la plateforme Keyprod. Et là, vous évangélisez aussi des marchés peut-être moins matures sur l'industrie française ? Oui, alors nous, ça, c'est né dans notre atelier de production chez JPB, où on fait de la série aéronautique. Donc on est quand même sur des séries qui vont de 500 pièces à 50 000. Et on a été, j'avoue, un peu biaisé au début par le fait qu'on a utilisé JPB comme laboratoire de conception de ce truc-là. Et c'est vrai, quand on a découvert la chaîne de production française, on s'est heurté à pas mal de gars qui faisaient de la pièce unitaire, du prototype, des choses comme ça. Donc on a adapté le produit pour qu'il puisse correspondre à ces gens-là. Et puis là, on reprend un souffle. On a ouvert l'Italie cette année, les États-Unis également. Et alors là, on en installe par dizaines. Parce qu'on tombe face à des usines qui n'ont pas évolué depuis les années 50, je crois, à peu près. Franchement, je suis assez choqué même de voir l'état des usines par rapport à celle qu'on voit en Europe. Et par contre, quand on leur installe en fait, des boîtiers Keyprod sur une usine qui sont vraiment équipés littéralement de machines des années 50, ils passent dans la nouvelle ère en une matinée, quoi. Et donc ils sont très contents. Et là par contre on a de la production série encore aux États-Unis sur du fasteners avec pas mal de coups minutes. Et là pareil, encore une fois, ça fonctionnait pas avec notre algorithme qui était plutôt fait pour des pièces de 5 à une demi-heure en termes d'analyse et d'apprentissage. On a notre équipe de machine learning a bossé dessus et aujourd'hui en 2 minutes 30 on est capable de décoder n'importe quelle machine haute fréquence qui fait du fasteners ou de la presse rapide de pièces et d'injection. Parlons un petit peu international justement, parce que vous êtes dans l'aéronautique quand même. Oui. Ça se passe comment ? C'est compliqué avec ce qui se passe aux États-Unis et puis le conflit un petit peu ? Pour l'instant, c'est pas compliqué.
On a eu des périodes compliquées dans l'aéronautique, c'était le Covid. Hein. On s'en remet seulement l'année dernière. Alors nous, un peu plus vite que les autres. Mais on va dire que la supply chain générale se remet du Covid. On a aujourd'hui les avions qui revolent, les fabricants d'avions, on va citer Airbus et Boeing, qui ont 7 ans, si ce n'est pas 10, de carnet de commandes devant eux. Leur question, ce n'est pas tant de savoir s'ils auront 11 ans ou 12 ans, c'est de savoir à quelle vitesse ils peuvent accélérer la conception des avions. La supply chain est extrêmement globalisée. C'est-à-dire que nous, on signe des deals avec les Américains. De loin, nos clients américains sont nos plus gros clients aujourd'hui. Je dirais répartis entre Rolls-Royce, Pratt et GE, 60-70% de notre chiffre d'affaires est américain. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, malgré qu'on signe le contrat avec eux, on livre très peu de pièces aux États-Unis. Nos pièces, on les livre dans des sous-ensembles au Mexique, en Espagne, en Europe, en Pologne beaucoup, en Russie fut un temps, au Japon. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait la supply chain aéronautique, elle est complètement répartie sur le territoire mondial, pour plein de raisons. Et je sors d'un symposium fournisseur, je reviens des États-Unis ce week-end, chez un très gros motoriste. On était 300 fournisseurs mondiaux à grosse dominance américaine. Je peux vous dire que tous les Américains, ils ont un seul problème en ce moment, c'est savoir à quelle vitesse ils vont être capables d'acter le ramp-up, en fait, de le suivre. C'est tellement violent cette montée en cadence. Et leur plus gros problème, ce n'est pas des problèmes de capitaux, c'est des problèmes humains. Ils n'arrivent pas à recruter des collaborateurs pour suivre la cadence. Ils ont perdu beaucoup de savoir-faire pendant le Covid. Donc la politique de tarifs américaine s'est emportée d'avis là-dessus. Si la solution, c'est de dire implantons toute la supply chain aux États-Unis, c'est impossible. Physiquement. On n'aura pas les hommes pour faire tourner la supply chain. Donc de toute façon, il faudra que tout ça, ça se fasse. Voilà. Donc moi aujourd'hui, j'ai pas de problème. Tout va bien, mes clients, on a des très bonnes relations. Les 25% de tarifs, c'est pas moi qui vais les payer, c'est eux. Voilà. Je vends Xworks, en fait, sorti de mon usine les pièces, donc après, c'est leur problème de les importer. Voilà, espérons qu'on s'entende rapidement sur des échanges intéressants. L'aéronautique ne peut pas faire l'objet de taxation. C'est beaucoup trop global. La feuille de route de JPB pour les années à venir? La feuille de route, c'est de continuer à prendre beaucoup de plaisir déjà, ça c'est important. Tout ce qu'on fait, on le fait avec beaucoup de passion et d'envie. Je suis entouré d'une équipe de 200 personnes exceptionnelles. Si vous les voyez ici sur le salon ou chez JPB, de toute façon souvent on ressent ça quand on rentre dans une boîte. Je suis entouré que de gens qui ont envie de bien faire. Du coup, quand on veut bien faire, on ne sait jamais trop où on va. On a quand même une roadmap. Hein. C'est tout ce que je vous ai cité là, c'est de le cranter et d'en faire des succès commerciaux. Aujourd'hui, on est encore porté beaucoup par notre business mainstream qui est l'aéronautique, qui représente encore une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Le but, c'est de pivoter donc, sur ces solutions qui prennent très bien, avec des potentiels très forts à l'export. C'est tout ce qui est les nouveaux dispositifs Smart Washer aussi, de les déployer à l'échelle mondiale, donc dans les parcs d'attraction, dans le nucléaire, dans les remontées mécaniques. On regarde actuellement tous ces secteurs et tous les autres secteurs auxquels on n'a pas encore pensé. Toutes nos pièces aéronautiques intelligentes, connectées, ok, on est dans l'aéro, moteur, c'est de dire qu'est-ce qui se passe ailleurs que sur les moteurs, sur des hélicoptères, des trains d'atterrissage, des freins, des roues, on regarde ça aussi en ce moment. Et puis, je pense qu'on se staffe également, j'ai tout un COMEX autour de moi qui m'entoure, qui est extrêmement performant. JPB aujourd'hui commence à avoir une aura, une marque employeur et commence à être connu à l'extérieur. En fait, on est situé entre Safran et Safran. Voilà, on est sur 2 sites Safran. Donc je peux dire que quand on commençait, qu'on était 7 ou 10, c'était difficile de recruter des gens. Aujourd'hui, c'est des gens de Safran qui frappent à notre porte pour venir bosser chez nous. Donc on a changé un paradigme qui est intéressant. Ce paradigme, c'est pas tant qu'on est content d'avoir des gens de chez Safran, c'est qu'on se dit en fait on peut faire appel aux meilleurs et s'imaginer tout ce qui est possible. Donc on est en train de constituer une équipe forte autour de moi, qui suis obligé aussi tous les jours d'apprendre en marchant et d'évoluer. Et sans trahir de secret, on va commencer à regarder de la politique de croissance externe sur les années à venir, que ce soit à la fois pour Keyprod, mais aussi pour JPB. Et d'ailleurs, peut-être que ça accélérera notre volonté d'avoir une entité aux États-Unis pour avoir un pied sur place au cas où, quand même, cette politique de tarifs deviendrait complètement folle, même si j'en doute. Mais en tout cas, on sait qu'on aura plein d'opportunités. Des opportunités aux US, des opportunités de défense aussi, malheureusement, qu'on pressent très fortement. On a vraiment des grosses demandes qui viennent des Américains, des Européens sur comment on pourrait participer à l'effort de guerre si des fois il fallait le faire. Donc on se portera bien sûr volontaire pour ça et on fera ce qu'il faut. Donc voilà, et donc pour nous donner les moyens de nos volontés, on vient de construire un nouveau site en Pologne. On était sur 1200 mètres à peu près d'activité, on vient de construire 5500 mètres, donc ça montre qu'on a de la place. Et sur la France, on a 2500 mètres, on vient de construire 10 000 mètres carrés.
Donc on a fait x4 en gros sur nos 2 sites, ça montre un peu la volonté qu'on a de croissance et de se développer. Vous avez conscience que vous avez développé 2 produits universels quelque part? Oui, et je dirais bientôt 3, j'espère. Ouais. Et alors c'est pas, on en aura conscience quand ça sera des vrais succès blockbusters européens et qu'on pourra le dire. Si on y arrive, franchement, avec le recul, on pourra se dire bravo, parce que j'avais pas conscience au départ de la croissance organique et de l'innovation. Enfin, ça fait rêver tout le monde, mais c'est hyper dur, long et fastidieux. On se prend des baffes, il y a des hauts, il y a des bas. C'est très consommateur de cash. Et si je pense aujourd'hui à la croissance externe pour la suite, plus que continuer à faire de l'innovation disruptive, c'est parce que baser la croissance d'une boîte que sur de la croissance disruptive, c'est chaud. C'est rare que tous les projets fonctionnent. Nous, si on arrive à faire des succès commerciaux de ces produits-là, on aura 100% de succès sur nos innovations disruptives. Donc on pourra dire, avec le recul, qu'on aura été visionnaire. Dernière petite question. Vous parliez d'équipe. Et les Gadzards dans tout ça? Les Gadzards, moi, ils m'ont accompagné. Alors c'est le hasard, hein, c'est les rencontres, comme la rencontre qu'on a fait aujourd'hui sur ce salon et qui me pousse à être là devant vous. Mais les Gadzards, dans tout ça, ils m'ont accompagné, comme je vous disais, Denis Messager, je vais le citer, FedEx, son nom de Gadzard, voilà, qui m'accompagne depuis le début, qui est encore là. Lui qui est plutôt dans l'innovation produit, côté JPB, côté mécanique. On a Axel qui est sur le salon, qui pourra peut-être passer vous faire un coucou tout à l'heure, qui est Gadzard également, qui lui nous accompagne sur la partie produit, Keyprod. Donc là c'est un nouveau métier, moi que je connaissais pas, je savais pas que ça existait, le product management, donc il est CPO aujourd'hui, Chief Product Officer. C'est un métier que je connaissais pas, qui est hyper important. C'est être vraiment au cœur de la stratégie du produit. C'est pas se dire on va développer un truc en chambre en pensant que c'est intéressant pour les clients, c'est non, je vais parler aux clients, je vais comprendre leur usage et je vais développer un produit qui répond à ça, qui a des notions de business. Donc il fait ce boulot avec brio, avec une équipe qui l'entoure. Et puis les Gadzards, ils m'ont accompagné après. On s'était vu il y a longtemps à Hanovre, j'en étais pas là, on n'avait pas encore inventé Keyprod. Vous m'avez fait l'honneur d'un petit article dans votre magazine. J'avais vu la puissance de ce magazine parce que 2 semaines après, je recevais un message de la direction d'Hermès qui était intéressé pour venir me voir et avec qui on a fait beaucoup de choses ensemble. Le directeur d'Hermès m'avait alloué une demi-heure et il est resté 3h30 sur mon site tellement qu'il avait de choses à partager et à discuter avec moi et on a fait beaucoup de choses ensemble. Donc voilà, les Gadzards dans tout ça, ils m'ont accompagné, je vous remercie. Je vous remercie. Merci Damien Marc pour cet entretien et puis donc rendez-vous pour le 3e produit le plus rapidement possible. Merci à vous. Merci.